Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 24 heures en Alsace, une heure d'actualité régionale autour de tout ce qui fait vivre cette région. C'est tous les soirs de la semaine à 19h, je suis ravi de vous y accueillir. On va parler de sport, santé, un principe lancé à Strasbourg il y a 7 ans par cet homme, le Dr Feltz, élu et médecin à Strasbourg, les assises nationales avec la ministre Roxana Maracineanu. Il viendra nous préciser ça dans un instant. Juste après le JT, on parlera sport, évidemment comme chaque lundi, la nouvelle numéro 1 de la gymnastique tricolore est alsacienne, elle s'appelle Aline Friss, elle revient tout juste des championnats du monde de Stuttgart, c'était jusqu'à ce week-end. Elle sera avec nous, on reviendra également sur l'excellent début de saison des volleyeuses mulhousiennes qui ont fait grosse impression contre Cannes dans le match au sommet. Et puis hockey sur glace, notamment avec l'entraîneur de l'Étoile Noire de Strasbourg, Daniel Bourdage. Et puis, comme chaque lundi, on parlera cuisine et surtout le meilleur des cuisines alsaciennes. Nicolas Riffel vous emmène dans les cuisines de l'Olivier, une des tables régionales à découvrir. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence, bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, à 40 jours du début du marché de Noël de Strasbourg, la ville a présenté cet après-midi le programme officiel. Vous souffrez peut-être de mal de dos comme plusieurs millions de Français. Jusqu'à vendredi, les chiropracteurs proposent des bilans gratuits pour vous aider à vous soulager. Et puis nous vous emmènerons en fin de JT au couvent des Sœurs de la Divine Providence qui fête ses 200 ans de présence à Ribeauvillé. Certes, la météo de ces derniers jours prête plus à parler de piscine et de terrasse, mais la 450e édition du marché de Noël de Strasbourg débutera dans 40 jours. La ville de Strasbourg a présenté cet après-midi le programme des festivités. Plus d'explications avec Cécile Motz. J-40 avant le coup d'envoi des festivités. Parade de Père Noël à vélo, forêt d'arbres géants rue de la Mésange, hommage à Tommy Ungerer ou encore le Saint-Nicolas de passage en bateau dans le cœur de ville. Voilà quelques-unes des nouveautés pour cette édition 2019. Ce marché de Noël proposera 3 univers, un Noël magique, un Noël autrement et la récré de Noël. L'année dernière, 2 millions de visiteurs sont venus à Strasbourg. Cette année, le but n'est pas d'augmenter la jauge, mais bien d'inciter les touristes à prolonger leur séjour. Pour avoir des visiteurs justement qui restent plus longtemps, qui consomment plus local, eh bien il faut proposer de l'offre locale, valoriser notre patrimoine, encore une fois viticole. On mettra beaucoup le vin en avant, ce beau produit d'Alsace cette année, et aussi des animations plus originales, comme un concert électro, comme des conférences débats assez originales. Donc c'est cet équilibre qu'on veut, à la fois la modernité internationale d'une grande ville, et aussi nos 2000 ans d'histoire et de tradition, pour pousser les uns et les autres à pas faire juste un petit aller-retour à la cathédrale et repartir avec une cigogne fabriquée en Chine, mais pour prendre le temps de nous découvrir, de goûter nos saveurs et de rester chez nous plus durablement. En tout, 500 animations sont prévues, lumière, débat, chorale, activités pour les enfants, il y en aura pour tous les goûts. Le marché de Noël représente toujours un événement majeur pour la ville de Strasbourg. Le marché de Noël, c'est un élément de rayonnement, d'attractivité de notre ville. Il y a beaucoup d'emplois derrière cet enjeu. Il y a beaucoup de visibilité pour notre ville. Mais il faut être attentif aussi à la réappropriation de cette manifestation par tous les Strasbourgeois. C'est pour ça qu'on a une offre pour les enfants de notre ville, que l'on a aussi des activités un peu différentes avec par exemple le marché off. Tout cela autour des valeurs de Noël. Il y a aussi le village du partage. Et puis cette année, en pays invité, on a le Liban et la ville de Byblos. C'est un signe de solidarité et de dialogue avec les chrétiens d'Orient. Après la Finlande l'an dernier, c'est le Liban qui sera le pays invité cette année. Place Gutenberg, 18 chalets seront présents jusqu'au 26 décembre. Le temps de découvrir spécialités et artisanat de cet invité d'honneur. C'est une participation assez importante pour le Liban. Le Liban est un pays porteur d'un message, c'est un message universel, un message de paix et d'amour et de partage entre les êtres humains. C'est un pays multiconfessionnel, donc on vient portant ce message durant Noël. Mais avant de découvrir ces spécialités et toutes les traditions que nous connaissons, il va falloir encore un peu patienter.
Le 22 novembre à 14 h, les portes de cette 450e édition du marché de Noël s'ouvriront. Et les mesures de sécurité de ce marché de Noël seront annoncées très prochainement. À noter qu'une commémoration devrait avoir lieu le 11 décembre. En mémoire donc de l'attentat de l'an dernier, la ville est actuellement en discussion avec les familles des victimes. Des millions de Français sont concernés par le mal de dos. Quel que soit l'âge, de nombreux médicaments professionnels existent pour soulager ces douleurs. Parmi eux, les chiropracteurs. À l'occasion de la Journée mondiale de la colonne vertébrale, ils offrent toute cette semaine un bilan vertébral et postural afin de mettre le doigt sur les points de douleur et d'en connaître la cause. Un reportage de Fanny Kunz. Alors, on va faire un petit bilan de votre colonne. On va déjà regarder un petit peu si votre bassin est équilibré. Là, on a une petite jambe courte à gauche. On va vérifier si c'est cohérent avec le déséquilibre de votre bassin. Un mal de dos, des cervicales qui coincent, c'est le quotidien d'Éric Lehmann, chiropracteur depuis 17 ans. Il traite des patients dont les douleurs sont apparues suite à un accident, en raison de mauvaises postures ou de gestes répétés. Même si la manipulation ressemble à l'ostéopathie ou à la kinésithérapie, elle reste pourtant bien différente. La chiropraxie, c'est le diagnostic, la prévention et la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, plus exactement des troubles neuromusculo-squelettiques, et bien entendu la correction de ces troubles une fois qu'ils ont été détectés et évalués avec le patient. Le principal acte qu'on va pratiquer, c'est ce qu'on appelle les ajustements chiropratiques, donc qui ressemble à une manipulation mais qui est tout à fait douce et spécifique. Et nous, on va intervenir plutôt sur l'aspect directement articulaire. Dans le cadre de la semaine de la colonne vertébrale, l'Association française de chiropraxie offre des bilans vertébraux et posturaux sur rendez-vous. Pour les chiropracteurs, c'est l'occasion d'identifier les troubles, de délivrer des conseils et d'apaiser les douleurs. Pour les patients, c'est un moyen de comprendre les troubles musculo-squelettiques dont souffrent près des 3/4 de la population française. On va pratiquer en fin de compte un examen de la colonne vertébrale du patient pour mettre en avant peut-être un certain nombre de dysfonctionnements, peut-être ça et là aussi trouver des colonnes vertébrales qui fonctionnent parfaitement bien, ça serait sympa aussi, parce qu'on n'en voit pas si souvent finalement. Donc, et de pouvoir effectivement faire le point avec le patient sur ces symptômes, s'ils sont en lien effectivement avec ces dysfonctionnements, est-ce qu'il y a des gestes et postures qui peuvent favoriser ça, éventuellement donner quelques conseils déjà correctifs et le cas échéant, découler sur une consultation s'il y a une prise en charge spécifique à faire. En France, les troubles musculo-squelettiques représentent environ 10 millions de journées d'arrêt de travail par an. L'Alsace est une région riche en châteaux forts, mais les préserver et les sécuriser n'est pas une mince affaire. Alors depuis 2016, le département du Bas-Rhin, puis celui du Haut-Rhin, on recrute des veilleurs de châteaux. Ces veilleurs sont des bénévoles et ils servent en quelque sorte d'anges gardiens pour leur château. 4 petits nouveaux ont rejoint l'aventure et reçu leur équipement. Adrien Laby. Du haut de cette tour, 7 siècles d'histoire vous contemplent. Installé sur les hauteurs de Münster, le château de la Schwarzenburg avait pour mission de surveiller la puissante abbaye en contrebas. Témoin des luttes de pouvoir de l'époque médiévale, la forteresse est en ruine depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, seules quelques légendes l'habitent encore, mais il demeure un important témoignage du passé. Ce château est fortement ruiné, mais il est quand même une empreinte de l'histoire dans la vallée. Surtout, il fait partie du patrimoine historique, architecturel et surtout culturel de la vallée. Et c'est pour cela qu'il est important de le maintenir en état, de le consolider et de le valoriser. Merci pour votre engagement. Merci à vous. Aujourd'hui, 4 nouveaux gardiens prennent leur quartier à la Schwarzenburg. Ce sont les veilleurs de château du conseil départemental. La mission de ces bénévoles, surveiller régulièrement l'évolution de la vieille forteresse et défricher le terrain pour éviter que la végétation ne finisse par l'engloutir. Le Castral, c'est quand même quelque chose de mon enfance. J'habitais donc à Colmar et autour de Colmar, il y a plein de châteaux. Et c'était le terrain de jeu de tous ces châteaux. Donc le premier château où j'ai été veilleur, c'était le Schrankenfeld, puis ensuite le Schwarzenburg. Alors pourquoi ? C'est surtout que je veux que ça se préserve pour la génération future, quoi. Derrière la mission des veilleurs, l'enjeu de la préservation du patrimoine castral haut-rhinois. Si nombre de places fortes sont aujourd'hui en ruine, au conseil départemental, on souhaite que ces sites soient accessibles aux promeneurs en toute sécurité. Les veilleurs interviennent en amont d'éventuels travaux. C'est l'évolution de l'état de la ruine qui nous permet d'orienter les mesures ultérieures à prendre. Parce qu'on saura que sur tel pan de mur, il y a une urgence plus nette que sur un autre pan de mur qui, lui, n'évolue pas.
En tout, une quarantaine de sites ont été identifiés dans le Haut-Rhin. Pour l'heure, 50 personnes interviennent sur 9 châteaux. Afin de renforcer son dispositif, le département est toujours à la recherche de veilleurs bénévoles. À Ribeauvillé, la congrégation des Sœurs de la Divine Providence fête ses 200 ans de présence dans la commune. Après une vie passée à enseigner, aujourd'hui les sœurs sont à la retraite et personne ne semble prendre la relève. Alors quel avenir pour les Sœurs de la Divine Providence? Un reportage de Camille Roland. Au pied des 3 châteaux de Ribeauvillé, les hauts murs du couvent de la Divine Providence abritent une communauté à l'histoire peu commune. Les Sœurs de la Divine Providence fêtent ce mois-ci leurs 200 ans de présence dans cette commune haut-rhinoise. C'est aujourd'hui la maison mère de la congrégation, mais son origine est bien plus ancienne. La congrégation elle-même n'est pas née à Ribeauvillé. Le père Kremp, qui l'a fondée en 1783, on a un texte officiel qui l'atteste, a fondé cette association de jeunes filles pour enseigner gratuitement les petites filles pauvres de la campagne. Appelée aussi les Sœurs Grises, cette nouvelle association prend de l'ampleur. Lorsque le père Louis Kremp décède en 1817, 106 sœurs enseignaient partout en Alsace. Après plusieurs déménagements, l'abbé Bruno Mercian, originaire de Ribeauvillé, rachète les bâtiments du couvent construits par les moines augustins. Une entreprise qui va lui coûter la vie puisqu'il prend froid lors d'un voyage à Paris. Et c'est son frère qui acheva son œuvre. Aujourd'hui, toutes les sœurs sont à la retraite, 35 vivent encore au couvent. Et la conçue du Saint-Esprit, ainsi la servante du Seigneur, qui nous sauve selon notre parole. Pour la plupart, la vie de sœur était une vocation. C'est le cas de sœur Françoise, arrivée ici à l'âge de 14 ans. J'étais toujours à l'école chez les sœurs et ça me plaisait bien. J'ai aimé l'école. Terriblement. Et quand je voyais les sœurs travailler, je me disais ça je veux faire plus tard. Si beaucoup d'entre elles ont enseigné toute leur vie, elles restent actives, même retraitées, et s'engagent dans des activités pastorales et caritatives. Mais la relève n'est pas là, ce qui pose la question délicate de l'avenir de la congrégation et du couvent. C'est dur à vivre, dans le sens où on ne voit pas la descendance, si on veut dire comme ça. Mais j'ai confiance en l'avenir, dans le sens où il y a des laïcs qui prennent un peu la place et puis qui entrent dans notre manière de vivre. La congrégation souffle en ce moment sa 200e bougie de présence à Ribeauvillé, à l'initiative de la Société d'histoire de la ville. C'est un lieu cher au cœur des sœurs, parce que c'est le lieu de départ où on fait notre première profession. C'est un lieu de formation, toutes les grandes fêtes, les jubilés, mais aussi tous les moments forts de la congrégation se passent ici. Et donc c'était important, ça donnait l'occasion de regarder le passé, comment des personnes ont marqué notre histoire, ce qu'elles en ont fait dans les moments de tourmente, notamment, comme dit, les cultures camp, les guerres et tout ça. Et puis ça doit nous booster un peu pour l'avenir. Plusieurs rendez-vous seront ouverts au public, notamment le 19 et 26 octobre prochain. Des moments pour continuer à faire vivre le lieu en attendant de connaître son avenir. Un avenir sur lequel planche actuellement une commission de la congrégation. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. 5 des 10 candidats présélectionnés pour l'élection de Mister France Grand Est 2019 sont alsaciens. De là à en déduire que nous sommes plus beaux que les autres, je vous laisse juge. En tout cas, bonne chance à Adem de Colmar, Lorenzo de Mulhouse, Mathieu de Sainte-Croix-en-Plaine, Maxime de Kems et Soufiane de Strasbourg. En plus, l'élection se déroulera à domicile pour eux, au Colis Martis à Colmar. Vous pouvez réserver vos places au tarif de 35 €. Et voter peut-être aussi du coup. Merci beaucoup Anna pour ce JT, on vous retrouve demain pour les infos. On accueille les invités de la première partie de cette émission. Marine Zis qui en parlera sport également tout à l'heure. Docteur Alexandre Feltz, bonsoir. On va parler des assises du sport santé sur ordonnance. C'était aujourd'hui à Strasbourg. Tout ça juste après la météo. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel.
Bonjour à tous, votre temps pour ce mardi 15 octobre et c'est du soleil dès le réveil. Quelques gouttes qui arrivent par l'ouest mais qu'on ne verra pas encore en matinée. Beaucoup de soleil prévu dans le nord du territoire alsacien, ce sera un peu plus couvert sur l'ensemble du Haut-Rhin. Côté Mercure, ça reste très doux. Par contre, en matinée, comptez 12 degrés, ce sera la minimale alsacienne prévue du côté de Saverne ou encore de Mulhouse, 13 degrés pour le reste du territoire alsacien et jusqu'à 15 degrés, ce sera pour Karlsruhe. L'après-midi, par contre, c'est la perturbation qui nous touche. Beaucoup plus d'averses prévues sur la majeure partie du territoire alsacien. Ce sera encore plus couvert dans le sud du territoire. On verra quand même quelques rayons de soleil de Colmar à Saverne ou encore Wissembourg. Côté Mercure, ça reste doux en après-midi. Comptez 20 degrés pour le col de Saverne ou encore pour Colmar, 21 degrés du côté de Wissembourg ou encore de Strasbourg. La minimale du territoire alsacien, ce sera 17 degrés du côté de Mulhouse et son agglomération. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de mercredi et on retrouve des bien meilleures conditions. Un grand soleil prévu sur l'ensemble du territoire transfrontalier avec des températures toujours très agréables, 18 à 19 degrés au meilleur de la journée en Alsace, 18 degrés chez nos voisins allemands, 19 degrés si vous êtes dans le nord de la Suisse. Mardi, nous serons donc le 15 octobre et nous fêterons les Aurélies. Le soleil se lèvera à 7h48 pour se recoucher à 18h40. Je souhaite à toutes et à tous un très bon moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, eau minérale naturelle. C'est une idée née à Strasbourg mais qui a fait des petits dans toute la France, permettre à des malades de bénéficier d'une activité sportive mais sur prescription médicale. Ça s'appelle le sport santé sur ordonnance. Bonsoir Alexandre Feltz. Bonsoir. Vous êtes médecin dans la vraie vie entre guillemets mais aussi adjoint au maire de Strasbourg en charge de la santé. Le sport santé c'est un peu votre bébé lancé à Strasbourg il y a 7 ans. Ça a été repris, ça a essaimé dans toute la France et vous accueillez justement aujourd'hui toute la France ou presque avec les assises nationales. Ça se passait aujourd'hui au Palais de la Musique et des Congrès en présence notamment de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, de nombreux élus et de représentants surtout de cette activité, de toute la venue de toute la France. L'idée c'était quoi? D'échanger avec tout ce qui s'est mis en place à travers le territoire depuis 7 ans, depuis que Strasbourg a été l'initiateur de ce projet. Oui, on a accompagné beaucoup de villes et on est très heureux d'avoir pu essaimer en France. Donc là, plus de 800 personnes étaient là à Strasbourg, mais aussi de l'Europe, puisqu'on a aussi des projets en Belgique, en Suisse et des expériences en Italie qui ont été parallèles à la nôtre. Et donc Strasbourg est vraiment la capitale du sport santé et elle rayonne et aussi elle organise et elle structure. Et donc c'était une journée d'échange sur les pratiques, mais aussi sur les enjeux dont on parlera peut-être tout à l'heure. Tout à fait. On va rappeler le principe déjà pour être tout à fait raccord. Ça s'adresse aux victimes d'affections de longue durée. Alors on parle de rémission de cancer, on parle de maladies cardiovasculaires, on parle de diabétiques également. Le but c'est quoi? C'est le point de départ, c'est toujours une visite chez un médecin. C'est pas, on lâche pas les gens entre guillemets dans la nature. Le point de départ, c'est le médecin qui délivre. Voilà, c'est le médecin traitant, le médecin de famille, le médecin de la maladie chronique qui va identifier des problèmes de santé. Et on sait que l'activité physique est un médicament, par exemple, plus efficace que le meilleur des médicaments pour le diabète. Et donc, il va le prescrire et des éducateurs sportifs de la ville, ici, Sport Santé de Strasbourg, vont mettre en place un programme d'activité adapté à l'état de santé. C'est du sport, c'est de l'activité physique, mais adapté aux capacités à l'état de santé. Et en lien avec le médecin, on va définir un programme et les gens vont mieux, respirent mieux et quelquefois peuvent diminuer ou arrêter leurs médicaments. Vous disiez justement que c'est un médicament. Quelles sont alors les vertus de l'activité physique? Elle a deux vertus. C'est un médicament prévention. Lorsqu'on fait une activité physique régulière, 30 minutes d'équivalent marche, on a moins de cancer, moins de diabète, moins d'Alzheimer que la population qui ne le fait pas. Et aussi, c'est un médicament de soins. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est diabétique ou qu'on est hypertendu ou qu'on a des maladies, avoir cette activité permet d'aller mieux et de réduire, voire d'arrêter les médicaments. Les éléments de preuve sont très importants au niveau scientifique en France et en Europe. Le mot-clé, vous le disiez, c'est personnalisé, c'est-à-dire que c'est pas comme quand on va dans un club de basket et tout le monde fait la même chose. Là, c'est vraiment le médecin, les spécialistes déterminent selon l'âge, selon le sexe, selon la pathologie, selon le passé. Il faut vraiment une activité vraiment très adaptée au profil évidemment de la personne. Voilà, je dis souvent, c'est médecin généraliste, éducateur sportif, au service du patient, en prenant en compte les éléments de santé, mais aussi les capacités physiques. Et c'est très important parce que c'est comme ça qu'on peut faire de l'activité physique. Et comme ça, il n'y a pratiquement aucune contre-indication à l'activité physique pour les malades. Ça se passe dans certains clubs de sport. Quels sont un peu les interlocuteurs? Vous continuez d'ouvrir un petit peu le champ des clubs, des disciplines qui sont susceptibles d'accueillir les malades. On a 22 associations sportives qui travaillent avec nous. On a aussi des éducateurs en régie municipale qui le font. Et ça peut être de la marche nordique, de l'aquagym, du basket santé,
santé, du foot santé, de la gym santé, des choses adaptées. Donc c'est d'autres règles, d'autres façons de faire et surtout un accompagnement bienveillant des professionnels de l'activité physique. Et c'est très important cette rencontre. D'ailleurs, les bénéficiaires du sport santé ont pu dire en plénière cette nécessité de la rencontre et cette force du travail entre les médecins et les professionnels de l'activité physique. Tous les sports peuvent s'appliquer du coup au sport santé. Tout à fait. Voilà. Donc quand je dis basket santé, par contre, c'est pas les mêmes ballons, c'est pas les mêmes paniers, c'est pas les mêmes règles. Voilà. Mais c'est le jeu. Par exemple, il y avait aussi du tennis santé qui était proposé. C'est d'autres raquettes, d'autres balles, mais c'est le même sport, mais adapté aux capacités des personnes. Et c'est très important parce qu'on est encore très sédentaire et très inactif. Plus de 3/4 de la population ne fait pas les 30 minutes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc le sport santé, c'est la prévention pour ne pas être malade et c'est aussi le médicament lorsqu'on est malade pour aller mieux et prendre moins de médicaments. On le disait, vous avez accueilli aujourd'hui du coup au Wacken à Strasbourg des interlocuteurs de toute la France, même un peu au-delà d'Europe. Ouais. Ça veut dire que c'est aussi une boîte à outils où on prend, chacun vient piocher des initiatives des uns des autres. C'est une pépinière, il y a vraiment des idées qui fleurissent un petit peu partout. Oui, alors aujourd'hui on sait comment ça fonctionne, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui les deux enjeux, c'est la force des usagers. Les usagers racontent, on le savait théoriquement et maintenant ils le disent, comment ça a changé leur vie, aussi au niveau social, au niveau des relations, au niveau du lien. Et le deuxième, bien sûr, c'est la question du financement. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de financement national. Les collectivités, les partenaires locaux s'engagent à un budget de 500 000 € par exemple à Strasbourg par an. À Strasbourg, on précise, c'est la ville qui finance. C'est la ville avec l'Agence régionale de santé, la direction régionale. Donc il y a aussi l'État, on va dire, région. Mais l'enjeu, et c'est dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est qu'il y ait un forfait sport santé et que la sécurité sociale au moins participe au financement. Et si on arrivait à faire ça, on aurait un levier très important. Plus de 100 réseaux sont constitués en France et attendent que les députés, le gouvernement s'engagent plus fortement sur ce financement. C'est une révolution, pour finir, presque culturelle à faire. On a toujours un peu de mal en France avec l'activité sportive. On n'est pas un pays de sport en général. L'idée, c'est aussi d'en faire avant parce que c'est le côté préventif, il passe par... Et c'est un enjeu très important. Là, on parlait des Jeux Olympiques qui vont être, on va dire, l'expertise, qui va être la performance. Et on veut se servir de ça, mais pour que les Français puissent bouger. Et bouger, c'est pas de la compétition, c'est pas transpirer, c'est en fait à la limite de l'essoufflement, c'est faire de la marche à 4-5 km/h, c'est faire du vélo à 15 km/h. Et on voit l'importance aussi écologiste, écologique de ces éléments, c'est-à-dire transformer des parcours contraints en parcours santé. Même à Strasbourg, on a encore 20% des personnes qui prennent la voiture pour moins d'1 kilomètre et 50% des gens qui prennent la voiture pour 3 km. Ils pourraient, pour leur santé, pour l'environnement, pour leurs finances aussi, le faire en vélo et en marche à pied. Et c'est aussi cet enjeu-là de développement durable qui est dans le sport santé. Merci beaucoup, Dr Fels, pour toutes ces précisions. Marine, vous viendrez à vélo dorénavant. On vient de Mulhouse, en studio à Strasbourg. Mais voilà, comme ça vous capitaliserez. De la gare. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Fels, d'être venu sur ce plateau ce soir. On va continuer de parler de sport, mais côté performance et compétition, justement, c'est dans Top Sport, juste après la pub. Et tous les lundis soirs, on parle sport dans 24 heures en Alsace. C'est Top Sport et c'est avec Marine Zis. C'est l'heure de Top Sport. Au programme ce soir, du volley. On prend les mêmes et on recommence. Victoire écrasante à nouveau ce week-end pour les Mulhousiennes. 2 défaites en basket pour la SIG, l'une chez les femmes mais qui reste encourageante, contrairement à celle des hommes qui était contre Boulogne-le-Valois. Et ce soir, ce n'est pas un mais 2 invités que l'on accueille. L'Alsacienne Aline Fries que l'on voit en image de retour des championnats du monde de gymnastique artistique qui avaient lieu à Stuttgart et Daniel Bourdage, l'entraîneur des hockeyeurs de Strasbourg. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Aline, vous êtes rentrée à midi, il y a quelques heures de Stuttgart où vous terminez à la 11e place du concours général. C'est quoi, c'est une surprise? Vous vous attendez à tout ça? Terminer 11e au concours général, c'est une bonne surprise. J'ai fait un bon tour, donc je suis contente. Et après, on est allé chercher la qualification olympique en équipe. Donc c'était l'objectif, même si on aurait bien aimé une médaille. On va rappeler que vous avez 16 ans, première année senior, meilleure française de ces championnats du monde. C'est quoi? C'est presque un nouveau statut qu'il va falloir assumer quelque part maintenant? Oui, après la leader, ça reste quand même Mélanie de Jésus dos Santos.
Elle a loupé ses barres malheureusement, mais ça fait bizarre d'être la première. Daniel, on va parler hockey sur glace avec vous dans un instant aussi. Début de saison, comment te dire, compliqué pour l'Étoile Noire avec une victoire, 3 défaites. Vous revenez de Cergy où ça a été un peu compliqué ce week-end avec une défaite 5-1. Vous vous attendiez à un début de saison aussi compliqué ? Oui, on s'attendait à ce que ce soit assez compliqué. Vous savez, on a eu un camp d'entraînement un peu à Freiburg. Notre glace n'était pas utilisable. C'est toujours un peu compliqué de faire du patin à glace l'été à Strasbourg ou du hockey. Hein. C'est toujours compliqué. Vous êtes habitué même après 30 ans, quoi. On ne s'habitue pas. Non, on est toujours déçus quand ça arrive, mais on a quand même tenu un camp d'entraînement normal, je dirais, à Freiburg, sauf qu'on n'a pas pu jouer autant de matchs amicaux qu'on l'aurait souhaité. On a dû en annuler 3. Donc on s'attendait à un début quand même un peu compliqué, mais je pense que, hormis peut-être le dernier match, les choses se passent plutôt comme prévu. Place au volley après une désillusion l'année dernière, la saison passée. La SPTT Mulhouse commence plutôt très bien le championnat, Mathieu. Ouais, je vous emmène à Mulhouse. Ça se passait ce week-end, 3e journée de championnat avec les images de Gilles Kunz qui était dans les tribunes, les Mulhousiennes en rouge. Évidemment, une grosse affiche parce qu'en face, en blanc à gauche, c'est Cannes, champion de France en titre. Une grosse affluence, Palais des Sports, plus de 3000 spectateurs pour les Mulhousiennes qui se font surprendre au début. Elles sont menées 7-3, mais elles vont passer à 9-1 aux Cannoises et empocher la première manche, 25-18. Mulhouse plutôt bien dans ce début de saison, 2 victoires sur les 2 premiers matchs. Et les Mulhousiennes qui font la course en tête dans le 2e set avec, en profitant des erreurs des Cannoises, 12 fautes directes au service pour les sudistes. Mulhouse qui a très bien défendu, 11 blocs au total, agressif en attaque, 45% de réussite, c'est plutôt pas mal du tout. Et grâce à Moma Bassoko notamment, avec ses 13 points, les Mulhousiennes empochent la seconde manche, 25-16, et s'imposent finalement en 3-7 secs, 3 matchs, 3 victoires, 25-16 également dans le dernier. 9 points pour les Mulhousiennes qui finissent évidemment comme toujours par un clapping à domicile. En tout cas 3-0 contre les championnes de France. Mulhouse marque son territoire dans ce début de saison. Et écoutez, Hélène Cassotte, la joueuse mulhousienne, transfuge justement de Cannes à l'intersaison. Je pense que oui, ça peut être un match référence. François nous a donné des consignes, on les a respectées et voilà, on a vu ce que ça faisait. À Marc-en-Barœul, on n'a pas forcément respecté les consignes et voilà, on laisse passer un set et on a été dans la douleur tout le match, donc voilà, on est contente. On a mis beaucoup plus d'agressivité au service et les placements de def et au bloc étaient beaucoup mieux. Et le François dont elle parle, c'est François Salvani, bien sûr, le nouvel entraîneur de cette équipe mulhousienne, l'Italien au délicieux accent anglais, très très satisfait de ses filles. Écoutez-le. Quand vous jouez devant 3000 personnes, vous devez mettre tout votre cœur, être courageux. C'est tellement important. Mulhouse comme Cannes ne pratique pas encore un excellent volley, et le match a été parfait dans le sens où nous avons joué avec notre cœur. Je voudrais remercier le staff, car on n'a aucune blessée, et puis un grand merci à mes joueuses. Sport collectif toujours avec les hommes de la SIG. Après une large victoire au Portel la semaine passée, Strasbourg tentait de remporter son premier match à domicile samedi soir contre Boulogne-le-Valois. Les images sont de Vincent Bessières, la SIG est en blanc et c'est une entame de match compliquée pour les Strasbourgeois, 2-9 après 3 minutes de jeu. Ils ont très peu d'adresse et c'est sans compter sur les visiteurs qui mettent des paniers, même dans des situations compliquées, à l'image de ce 3 points. La SIG reste tout de même dans la partie, elle est à -3 à la fin du premier quart-temps. Mais moins de 9 minutes plus tard, ils cumulent déjà 13 points de retard. 10 points séparent alors les deux équipes à la mi-temps et le retour des vestiaires est laborieux pour les Sigmen. Heureusement, ils vont pouvoir compter sur l'efficacité de plusieurs joueurs. Alors qu'on voit encore un 3 points côté Boulogne-le-Valois. Et là, on voit ce super dunk de Jerry Grant. Et son coéquipier, lui, Thomas Krupp, que l'on voit là en contre-attaque, termine avec 17 points en compteur. Mais ça ne suffira malheureusement pas. Trop de pertes de balles et puis une défense très très légère pour la SIG, qui est synonyme de défaite, 81 à 97, malgré les 19 points aussi d'Ali Traoré que l'on voit là à l'image. Une défaite au goût amer et qui fait mal pour l'entraîneur de la SIG. C'est très clairement la défense qui était aux abonnés absents. On en prend 50 en première mi-temps en étant vraiment faible, voilà, il faut le dire. Et on ne réagit pas suffisamment. Troisième carton, on prend encore 26 points. Quelques efforts sporadiques, mais insuffisants pour contrer une équipe de cette qualité-là. Donc c'est vraiment là où on doit faire de gros efforts. Alors, comment j'ai vécu mal, on a été surclassé dans tous
tous les plans du jeu, voilà, il y avait une classe d'écart. Là, il y avait une équipe prête. Aux joutes de la JP Elite, il y en avait une qui ne l'était pas, tout simplement. Et c'était nous, malheureusement. Des Sigmen qui devront se refaire et ça commence déjà dès demain soir, mardi soir. Les Sigmen qui entameront donc en Ligue des Champions face à Ostend. Ostende, pardon. Allez, je ne sais pas, Ostende. c'est belge, hein, alors on Mon sait pas. néerlandais est très bon. Enfin, c'est en Belgique en l'occurrence. Côté coulisses, cette fois-ci, la ville de Strasbourg a aussi fait des précisions ce soir en conférence de presse sur le projet d'Arena, c'est-à-dire l'agrandissement du Rhenus, de la salle existante. Projet qui devait être complètement privé et porté par le club. Les collectivités, il y a eu pas mal de flou ces derniers temps, les collectivités vont finalement aider et donner un coup de pouce au club strasbourgeois. L'Eurométropole, qui est propriétaire de la salle et du terrain, devra se prononcer en fin de semaine. La ville de Strasbourg, par la voix de son maire Roland Ries, a annoncé que dans le cas contraire, la ville se substituerait à l'Eurométropole et porterait le projet aux côtés du club. Écoutez Roland Ries, le maire de Strasbourg, à ce sujet. Je suis sur l'idée qu'il faut maintenant aller au bout de la logique, avoir effectivement un financement mixte, public-privé pour l'Arena, et le faire avant la fin de l'année pour que le projet puisse démarrer dans de bonnes conditions et qu'on maîtrise l'ensemble des risques qu'il comporte éventuellement encore. La SIG reste quand même fondamentalement le club de Strasbourg et d'Illkirch, mais aujourd'hui quand même... principalement de Strasbourg, je souhaite qu'ils puissent avoir une Arena à la hauteur de leurs ambitions européennes, que l'Eurométropole continue, qu'elle aille au bout. Si elle ne le souhaite pas, la ville de Strasbourg est prête à le faire. On continue de parler gymnastique à présent avec Aline Fries. On le disait tout à l'heure, vous avez 16 ans, vous revenez avec le sourire. Il y a de quoi, on comprend ça, de ces championnats du monde de gymnastique qui avaient lieu à Stuttgart. Alors, on le disait, vous avez terminé 11e du concours au général et puis vous avez participé à la qualification des Françaises pour les prochains JO. C'est plus qu'une satisfaction, vous avez dépassé les objectifs qui étaient fixés. Je dirais pas que c'est plus qu'une satisfaction parce que on visait le podium, mais c'était un gros objectif. Donc il y a eu quelques petites erreurs, donc on finit à 5e place. Donc l'année dernière, c'était incroyable d'arriver 5e. Cette année, on est un peu déçus, donc ça veut dire que la France a progressé. Sachant que pour vous, c'était une première sur la scène internationale, quoi. Oui. À ce niveau-là, en tout cas, effectivement, certains ont vu en vous, et pas qu'en France d'ailleurs, une des révélations de la compétition. On répète que c'est votre première année senior, hein, on arrive à 16 ans à ce niveau-là en gymnastique. Est-ce que vous vous êtes étonné vous-même? C'est la confirmation de ce que vous faites à l'entraînement, mais le restituer, le réussir en compétition, quasiment sans erreur majeure, ce qui sont très pénalisés en gym. C'est une surprise, une petite surprise, ou vous saviez que vous aviez le potentiel pour faire ça? Le total point que j'ai fait au final, ça m'a surpris parce que j'ai battu encore de 8/10 le précédent que j'avais fait en équipe. Et oui, c'est tout le travail que je fais à l'entraînement, je l'ai bien réalisé en compétition. C'est un sport très exigeant, la moindre erreur peut être fatale, surtout les agrès. On va le voir en images, ça demande donc beaucoup de concentration. Les images vont arriver, j'imagine. C'est des images de vous, voilà, on va juste avant de passer, avant que ce soit votre tour. On est dans quel état d'esprit là? Il faut se concentrer, on est zen, mais il y a quand même du stress. Oui, il y a du stress, mais beaucoup de concentration, les mots-clés pour penser à ce qu'il faut faire au bon moment. Et essayer de se calmer parce que si on est trop stressé sur la poutre, ça tombe vite. Comment ça se passe quand on est à ce niveau-là, effectivement? Vous avez été longtemps blessé, vous avez eu pas mal de blessures ces deux dernières années. Il y a quoi? Il faut être patient, il y a un sentiment de revanche. Dans quel état d'esprit on arrive à se mettre quand on travaille autant pour arriver sur les quelques compétitions qu'il y a dans l'année? Il faut être persévérante et travailler parce que ça paye forcément un jour. On peut préciser ce que c'est le volume de travail en gymnastique, en heures d'entraînement sur une semaine, ça représente quoi à peu près? 30 heures par semaine. D'entraînement? En plus des cours à côté, quoi. On n'a que 16 heures de cours. Encore moins cette année parce que je suis plus au lycée. En parlant avec votre papa tout à l'heure, il me disait que c'est des journées qui commencent à 7h et qui se terminent à 22h, quoi. Oui, 21h30, je dirais. Un peu de temps pour appeler les parents. Parce que le pôle, il faut préciser que vous êtes d'Aubernais, du club à Aubernais à l'origine, toujours licencié d'ailleurs à Aubernais, mais vous entraînez dans la structure du pôle France de Saint-Étienne, donc un peu à 600 km. Daniel Bourdage, je vous sentez admiratif, impressionné en tout cas. Je calculais le nombre d'heures qu'on s'entraîne par rapport au gymnaste. C'est quoi en hockey, à niveau pro du coup? C'est quoi? C'est un entraînement par semaine, par jour, 2 parfois? On en fait 2, c'est 2 par jour. On a sur glace et hors glace.
Et tout ce qui est musculation. Donc, on peut parler de 2h30 à peu près par jour, 1h15 sur la glace, 45 minutes, 2 heures d'entraînement, plus vidéo, mais c'est moins que... Qu'est-ce qu'ils diraient les joueurs si vous leur disiez, bon les gars, cette semaine on fait 30 heures Disons que ce ne serait pas non plus profitable pour eux, donc on ne le ferait pas. Aline, on disait ce qui était très important, ce qui était l'objectif déjà de départ, c'est de qualifier l'équipe de France pour les JO de Tokyo qui sont l'an prochain. C'est l'équipe de France qui est qualifiée, ça veut dire qu'après les meilleures Françaises iront, mais c'est forcément, ça va forcément être l'objectif de l'année qui vient. Enfin, c'est une idée, c'est une obsession depuis longtemps les JO. Au début c'était un rêve et maintenant c'est un objectif. Et ça approche de plus en plus vite et donc après les vacances de Noël, ce sera la dernière ligne droite. Comment ça va se passer, les qualifications, ça va se jouer sur une compétition, ça va être sur la saison, vous savez déjà comment ça va à quel moment il faudra répondre présente? Tout le long de l'année, mais surtout les 2 mois avant les JO, il faudra être à fond. On croise les doigts en tout cas pour éviter les blessures notamment. Oui. Voilà. On reste dans le sport féminin. Retour Mathieu sur le match de ce samedi des filles de la SIG, le premier de la saison pour elles en Ligue 2. Ouais, c'était les dernières à reprendre tranquillement, mi-octobre, mais attente début où il y avait une grosse attente, parce que c'était le retour en Ligue 2 des filles de la SIG après une saison nationale 1. Elles avaient fait reléguer et remontée immédiate. Je vous emmène à la salle de la Poste, à Ilkirch, le fief des basketteurs et des basketteuses de la SIG. Pour les retrouvailles, il y avait tout de suite du lourd en face. En bleu, c'est Chartres, un des gros budgets et une grosse équipe de la division ambitieuse qui va viser certainement le top 3. La SIG évidemment cherchera à se maintenir. Ça a été compliqué, notamment dans le premier quart-temps pour la SIG en blanc qui prend tout de suite un petit éclat, qui se retrouve mené 26-14, par contre 12 points de retard que les blanches vont traîner comme un boulet tout au long du match. Elles vont se rebeller, elles vont inquiéter cette équipe de Chartres, elles vont les bousculer, mais jamais réussir à passer devant pour vraiment les pousser dans leur retranchement. 47-58 à la mi-temps et toujours ces 10 points d'écart à chaque rapproché de la SIG. Chartres reprenait les devants, même si la SIG a pu compter, était un petit peu en panne d'adresse toute la soirée, malgré ce 3 points de Kathleen Bourdin, malgré les 24 points de Louise Dambach. Les Alsaciennes vont venir mourir à quelques points une fois de plus de leur visiteuse qui s'impose finalement 74-66, une défaite pour commencer la saison pour les filles qui joueront elles le maintien, mais des motifs cependant d'espoir pour leur coach Fabien Kerley. C'est rageant dans le sens où on n'est pas très loin et en même temps à la fin on finit à 8 points, on gagne 3 quarts-temps, le début de match nous met un peu dedans. C'est une équipe qui va jouer le top 3, c'est une équipe construite pour ça. Nous on sait qu'on va jouer le maintien, on a encore du travail, mais les 3 derniers quarts-temps sont positifs pour ma part. Alors Mathieu, c'est très sérieux tout ça, mais il semblerait que vous ayez oublié quelque chose. En regardant l'image, on en parle après. Ouais, j'ai fait pour expliquer, c'était vous derrière la caméra. C'était moi derrière la caméra et du coup avec Louise Dambach sur les genoux, j'ai eu surtout un peu peur sur le coup qu'elle se fasse un petit peu mal. Elle était, on peut le revoir, emportée par son élan et par sa fougue. Elle a fait un gros match, je disais 24 points et un scoring très précieux pour la SIG. Voilà, plus de peur que de mal pour elle, pour la caméra et pour le caméraman. Pour vous, tout va bien. On continue. On parle hockey sur glace. Ouais, allez. Daniel Bourdage, l'entraîneur de l'Étoile Noire, on le disait, retour un peu compliqué avec une petite gifle, on peut dire comme ça, du côté de Cergy ce week-end, une défaite 5-1, une victoire, 3 défaites pour le début de saison des Strasbourgeois. Quelle saveur elle a cette défaite ce lundi soir? Oui, je crois que c'est le match où on a le plus de regrets, dans le sens où c'est quand même un déplacement. Quand tu joues à l'extérieur, tu souhaites toujours te déplacer pour quelque chose. Je trouve qu'on a quand même subi un peu trop, à mon goût, en comparaison aux 3 premiers matchs. Surtout qu'on venait de jouer un bon match à domicile contre Mont-Blanc. Mais il faut dire qu'on n'avait pas joué pendant 2 semaines. On a été off le samedi avant pour les matchs de Coupe de France, auxquels on ne participait pas au premier tour, on participera au deuxième tour. Donc, c'est pas bien non plus de pas jouer pendant 14 jours. Ça casse le rythme, quoi. Et on était plein d'optimisme parce qu'on avait le retour de Tanner Shaw et René Yaroline qui revenaient. Mais eux, René n'avait pas encore joué depuis je ne sais pas combien de temps. Il n'avait pas joué aucun match, alors que Shaw également est out depuis 1 mois. Donc, on était content de voir l'équipe enfin au complet. Mais c'est un peu utopique de s'attendre à ce que des joueurs qui reviennent au jeu après tant de temps d'absence performent. Donc, mais on va se reprendre. Dans l'équipe au complet, il y a quand même 9 joueurs qui sont U20, donc des très jeunes.
y a du potentiel, mais ils doivent encore apprendre, c'est ça? Notamment à gérer la pression durant le match. Oui, c'est quand même un challenge pour nous parce que habituellement, tu ne lances pas 9 U20 dans une équipe d'hommes de D1. Mais nous, on le fait. Je suis très confortable avec tout ça. C'est quelque chose qui me plaît. On a un vestiaire qui vit bien. On a des jeunes qui progressent et pour eux, c'est fantastique. J'espère qu'ils le réalisent que de jouer 26 matchs en première division alors que tu n'as que 18, parce qu'on dit des U20, mais ils sont moins de 20 ans. C'est absolument incroyable. Et c'est vrai que d'autres équipes ont certains U20, mais il y en a pas moins et ils jouent moins. Mais il n'y en a pas 9 qui débarquent en même temps. Pour nous, c'est un énorme risque aussi. Comme coach, pour vous, c'est aussi une espèce de défi, un challenge, parce que ça fait beaucoup de jeunes joueurs, ça veut dire que sportivement, c'est différent. C'est-à-dire que dans le management, même dans une vie d'équipe, c'est différent d'avoir autant de très jeunes joueurs dans le vestiaire. Oui, mais ils sont encadrés par des vétérans qui quand même jouent bien le jeu. C'est deux générations différentes, quoi. Oui, et comme je l'ai mentionné tantôt, on n'a fait que 3 matchs amicaux, faute de glace à Strasbourg. C'est pas beaucoup pour essayer de créer une chimie. Elle se crée. On a joué un bon match à Mont-Blanc et malheureusement, on a raté une semaine de match. Donc, on verra peut-être un peu mieux ce que l'équipe vaut vraiment samedi contre Brest chez nous. J'espère quand même voir une belle performance. Parce que l'équipe progresse. C'est l'avantage d'avoir des jeunes de cet âge-là. On en parlait tantôt. 16 ans, vous n'avez pas quand même, non? Non, on a eu Samuel Rousseau, il y a 2 ans, qui était 16-17 ans. Mais c'est ce qui est bien, c'est que l'équipe progresse, j'ai envie de dire, à vue d'œil. Mais à chaque semaine, on voit quand même une progression chez ces jeunes-là et c'est amusant. Quelles sont les ambitions du club à plus long terme? Vous étiez 13 ans parmi l'élite en Ligue Magnus. Là, vous retrouvez la D1. Est-ce que vous avez pour objectif de retrouver la Ligue Magnus ou non, de se stabiliser à ce niveau-là et de former des jeunes? C'est un peu tout ça, en fait. Et on est un peu à la merci du budget également. Cette année, si on lance 9 U20, il y a des raisons. Moi, j'espère que... C'est aussi parce qu'on n'a pas l'argent pour recruter des joueurs confirmés, enfin en clair. Quoi. En clair, c'est ça, et c'est pareil pour tout le monde, dans tous les sports. Mais j'espère, oui, avoir la possibilité de remonter l'équipe en Magnus, parce que c'est quand même le plus haut niveau. Mais une chose aussi que je veux souligner, c'est que quand on parle de 9 U20, on parle d'âge, mais moi, j'aimerais aussi qu'on parle de joueurs issus du centre de formation, ce qui est quand même formidable. Est-ce que vous voyez, on parlait de la SIG tantôt, le club fétiche de M. Ries, est-ce qu'il y a autant de Strasbourgeois qui jouent au basket dans l'équipe 1? Nous, on était peut-être en première division, on était en Magnus avec des Strasbourgeois. Donc, moi, je trouve que le challenge, il est beau, il est honorable et j'espère que les gens aussi le conçoivent. Quand tu viens à la patinoire voir un match de hockey, tu vois des jeunes Strasbourgeois issus du club, formés au club, qui jouent. Et pour moi, ça a une sacrée importance. Pour moi, en tout cas. Nous, Daniel, vous restez avec nous, on en reparle dans un instant. On rappelle aussi que le prochain match, du coup, c'est Strasbourg-Brest, ce samedi, 5h30, à l'Iceberg à Strasbourg. Marine, quelques images de ce week-end encore pour terminer. Oui, d'abord les nombreux titres raflés ce week-end par le club Rixheimois, l'AS Bike Cross Team. Ça se passait à la Coupe de France de cyclocross en Bretagne. Le team empoche 3 sélections en équipe de France pour la Coupe du Monde qui a lieu ce week-end à Berne. Perrine Clausel a remporté la course chez les femmes. Hugo Anani est vainqueur chez les juniors. Et Valentin Remondet termine 4e de la catégorie Espoir. Et puis en petit bonus, je vous laisse regarder cette vidéo de Perrine Clausel qui a subi une petite chute voilà, durant la compétition en passant un obstacle. Ça fait partie du jeu. D'autres chutes à nous montrer, Marine? Alors non, pas cette fois-ci, peut-être la semaine prochaine, mais en attendant, un autre exploit par contre, celui de la Strasbourgeoise Olivia Hartweg. Elle est montée sur la 2e marche du podium féminin des championnats de France des 100 km sur route. Ça se passait samedi à Amiens. Le départ était tôt, à 6h30. On voit qu'il faisait encore un petit peu nuit. C'est en course à pied, hein, c'est pas vélo. Hein. Oui, course à pied. Elle l'a fait en 8h19. Elle se qualifie donc pour les mondiaux qui auront lieu aux Pays-Bas en 2020. 100 km, ça fait 2 marathons et demi, quoi. Rien que ça. Easy, on s'y met demain. Aline Fries, avant de se quitter, on va vous laisser repartir. À Saint-Etienne, rentrée des mondiaux de Stuttgart aujourd'hui, direction Saint-Etienne, mercredi. Oui. On enchaîne, sans transition. Avec, comme dit, la scolarité entre parenthèses cette année pour être focus sur les Jeux Olympiques.
Pas en parenthèse, parce que j'en fais beaucoup encore, mais oui, par correspondance, pour que ce soit plus pratique. L'objectif, on se fixe des objectifs sportifs en termes de niveau, de passer de nouvelles figures. C'est quoi la barre de progression qu'on se met en gymnastique? Comment on mesure ça? J'irais augmenter encore un peu les notes de départ et avoir une bonne exécution pour avoir une bonne note finale. Et on suivra tout ça. Et puis la course, la qualification pour les JO de Tokyo, aux premières Olympiades peut-être. Aline, on suivra ça bien sûr. Daniel Bourdage, on rappelle, Strasbourg-Brest, 17h30. Une bonne raison pour venir au hockey samedi soir? Oui, juste voir un match de hockey, ça vaut le coup. Du spectacle, ça va vite, avec du contact. Il y a du contact. Avec des Strasbourgeois, vous le disiez. Oui, mais moi je pense qu'on doit absolument le souligner. C'est formidable de voir une équipe au plus haut niveau avec autant de jeunes issus de sa propre ville. Je veux dire. Et on viendra voir ça. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu pour ça. On va se quitter parce que l'heure tourne. Marine, merci beaucoup. On retrouve lundi prochain. La suite, c'est comme tous les lundis. Nicolas Riffel, on part en cuisine cette fois-ci. Demain, vous retrouverez Lionel Augier à la même place. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Salut. Ne perdez pas une miette de grain de sel avec la tarte flambée Traiteur Schneider, garniture et fond, produit en Alsace. Salut les enfants. Salut Nico. C'est comment les checks? Check. Ça va? En forme? Ça va et toi? On est juste bien ici à Münster, fin de l'été indien, super soleil et une très belle situation géographique parce que je vois qu'on est juste à côté de la place du marché, c'est ça? Place du marché, c'est ça. Donc tous les mardis et tous les samedis, il y a le marché. On a une belle visibilité du coup. Et une belle protection avec l'église là? On a une belle protection. Après, on est dans une ville assez touristique l'été. Ouais. Et donc l'office du tourisme, ils font beaucoup d'animations sur la place. D'accord. Donc on est juste en plein centre, c'est bien. Et puis quand ils font des animations avec tout ce qui est cuisinier de la vallée, c'est aussi... Ça se passe aussi juste à côté, donc... Toi, t'as juste à sortir d'ici. Voilà, c'est ça, direct. Je prends mes clics, mes claques, et puis on va directement sur la place, hop. Alors avant d'arriver ici, vous étiez où? Vous faisiez quoi tous les deux? J'ai travaillé longtemps avec Julien Bins à Meurgevire et pour Olivier Nasty, mais au flamenco. D'accord. Après on a travaillé à la table du gourmet à Rigvire. Tous les deux? Tous les deux, d'accord. Où on s'est rencontrés. Waouh. Après on a fait un petit séjour aussi à l'étranger, Angleterre et à Inverness. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette nouvelle aventure tous les deux? Parce que ça prend encore un niveau là, il faut avoir confiance en l'un en l'autre. On avait envie de se retrouver tous les deux. Et surtout de partager l'aventure avec nos deux enfants et puis de vivre tous ensemble. Ouais. Leur montrer... parce que là, c'est votre maison d'habitation voilà, aussi. c'est ça. C'est aussi notre maison d'habitation. On va en cuisine? Allez. On va voir comment ça se passe parce que là, on parle de bouffe. Et là, on va faire à manger maintenant. On y va? Essayer un petit peu. Donc on va partir sur une petite terrine de légumes d'été, confits, avec un fromage de chèvre frais de la ferme du Wiedental de Stosvir, le village juste à côté. D'accord. Et t'as besoin des deux? Non, on n'a pas non, forcément c'était juste pour besoin savoir des si deux. j'en prenais un. Tu peux partir avec, c'est bon. On démarre par les poivrons, on les met comme ça en entier, un peu d'huile d'olive, un petit coup de sel, au four, une petite demi-heure à 180. Tomates, on va les monder et pépiner, on la plonge dans l'eau, 30 secondes à peu près, juste histoire que la poêle se décolle. Ça c'est de l'eau de tomate. Ouais. Donc j'ai récupéré tous les cœurs de tomates et les tomates un petit peu trop mûres. Okay. Je les ai mixés, j'ai fait une eau avec, passé au chinois, torchon étamine. Tu peux mettre agar-agar pour monter notre terrine. Alors, on fait bouillir 5 minutes et après on peut couper. Nos courgettes, donc, on récupère et on fait des belles tranches. On les poêle à l'huile d'olive, on n'oublie surtout pas d'assaisonner. Nos tomates sont prêtes, la peau elle s'enlève toute seule. Maintenant qu'elles sont mondées, on va les épépiner. On les coupe en 4 et on enlève la chair à l'intérieur. Tous les pépins, on les garde de côté, on les mixe et on les utilise pour l'eau. Okay. Nos pétales de tomates, on les assaisonne, sel, poivre, et après on les laisse sécher au four, 120 degrés pendant 30 à 45 minutes. Ouais. Et maintenant, notre chèvre. Donc, on a un joli lingot de chèvre frais et on va juste faire des tranches. Alors, tu sais le plus important là? Tu sais ce que c'est? Voilà. C'est très bon ton chèvre. Je la coupe en entier, on verra s'il nous en manque un bout, on en prendra dans l'autre. On va passer au montage. Il nous faut une terrine, on a mis un papier film
pour pouvoir le démouler beaucoup plus facilement. On commence par les tomates. Tomates confites, on les dispose sur le fond de notre terrine. Ensuite, notre tomate gélifiée, une petite louche, nos courgettes, un peu d'eau de tomate, nos poivrons, on alterne, rouge, jaune, un peu de gelée et notre chèvre. Et on répète l'opération et on finit avec un petit peu tout ce qui nous reste. Pas de perte quoi. Pas de perte. Ça sera le bas de la terrine. Le montage est terminé, maintenant on la met au frais. D'accord, combien de temps? Une nuit. Ok. C'est mieux. Très bien. Bon, comme moi je dors à peu près 17h. Tu dors combien de temps? 17h. Ah d'accord. Je travaille à la télé, hein, les gars. Ah ouais, bon, ouais. tu dors pour moi alors? Bien sûr, nous, tu sais, nous. Donc 17 heures après, hein, notre terrine. Et en plus, quelqu'un a mis le film dans la nuit dessus. Ah oui? Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là, c'est magnifique. Et surtout, ne soyez pas sales! Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.